Est-ce que je peux... Ah bon. Est-ce que je ne voudrais pas faire de... Bien, je voudrais d'abord remercier le haut-commissaire au plan de m'avoir invité. Pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir de participer à cette séance. Et je dois dire toute ma considération pour ce travail prospectif qui est fait par le Maroc et que j'admire. Alors, pour répondre à la demande de mon ami le ministre Abouyoub, je vais essayer très rapidement de vous faire la synthèse de ce que je voulais dire. J'insisterai sur 3 points. Je voudrais dire 2 ou 3 mots sur comment se présente le travail prospectif aujourd'hui pour le Maghreb et pour l'Europe. Rappeler ensuite très rapidement les grands défis mondiaux auxquels l'Union européenne et le Maghreb sont confrontés ensemble, une sorte de communauté de destin entre eux. Et pour terminer, dire comment je pense qu'on pourrait renforcer, mais ça a déjà été évoqué ce matin, la coopération, le partenariat, disons, entre les 2 rives de la Méditerranée et particulièrement avec le Maghreb. Alors, si j'en viens à la première partie, effectivement, quand on parle de prospective, l'horizon 2030, c'est à la fois loin et c'est près. Le monde évolue très rapidement. C'est un monde complexe et il est particulièrement imprévisible. Enfin, c'est le rôle de la prospective que d'essayer d'y voir clair quand même. Il y a des crises très nombreuses, très graves, et en particulier la première d'entre elles, la crise du Proche et du Moyen-Orient. Et puis il y a en même temps un paradoxe, c'est que l'économie mondiale, en général, se porte bien. Donc il y a d'un côté un monde dangereux, mais une économie mondiale qui se porte plutôt bien. Mais c'est vrai, avec de très grandes inégalités. Ça a été évoqué déjà ce matin. Alors, il y a quelques grandes questions qui n'ont pas aujourd'hui de réponse et que je crois qu'il faut bien prendre en considération. Et la première, c'est celle, que va-t-il se passer au Moyen-Orient dans les mois et dans les années à venir? Naturellement, vous suivez tous comme moi la situation. Je dois dire qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui qu'il y ait une action de force engagée par nos amis américains contre l'Iran. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la suite? Je pense que ceci est évidemment serait un bouleversement, mais la probabilité d'une telle action est loin d'être nulle. Bon, deuxième question, quelle va être la politique américaine dans les années à venir? Bon, nous avons aujourd'hui une administration dont on connaît bien les orientations et les actions. Elle est encore là pour un peu plus pour 18 mois. Après, que se passera-t-il? Où les Américains se situeront-ils en termes entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme? Je crois que c'est une question fondamentale à laquelle nous n'avons pas réellement de réponse. Mais je dirais qu'on pourrait dire la même chose pour l'Union européenne, puisqu'elle-même est aujourd'hui en panne, et comment va reprendre la construction européenne. Et pendant ce temps, ça a été dit aussi, l'Asie monte, et le centre de gravité du monde est en train de géostratégique est en train de passer sur le Pacifique. Disons qu'en ce moment, il s'est peut-être arrêté pour un temps au-dessus du Moyen-Orient, mais il est en route vers le Pacifique. Et puis, tout à fait différents facteurs, évidemment le réchauffement climatique ou l'évolution climatique dont nous ne savons pas quelles seront, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas analysé complètement quelles en seront les conséquences en termes de développement, voire en termes géopolitiques. Alors, pour simplifier, je dirais que personnellement, je vois 5 grands défis qui sont des défis communs en grande partie à l'Europe et au Maghreb. Le premier de ces défis, c'est ce que j'appelle, moi, les fractures de développement. Il y en a partout dans le monde. C'est lié aux conditions dans lesquelles s'est faite la mondialisation. Ces fractures de développement, dans notre zone euro-méditerranéenne, il y en a 2. Il y en a une qui est entre le nord, enfin la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, le rapport des niveaux de vie de 1 à 10, une population vieillissante d'un côté,
de l'autre côté, une population très jeune et encore en accroissement dans beaucoup d'endroits. Bon, tout ceci, c'est une première fracture dont nous connaissons bien les conséquences en termes de tensions, de politique de pression migratoire, voire de développement du terreau pour les extrémismes. Mais il y a une deuxième fracture qu'il faut prendre en compte, qui a également été évoquée, c'est celle qui existe entre le Maghreb et le Sahel. Et on voit bien que aussi bien l'Union européenne que le Maghreb sont intéressés à la façon de faire face à cette fracture. Ça, c'est pour moi le premier défi, les fractures de développement. Bon, le deuxième, il a été largement évoqué, c'est celui de l'accès à l'énergie. Je n'insisterai pas. En Europe, on a le besoin, on est en train d'essayer d'établir une politique de l'énergie, d'abord du côté bien sûr, du côté du gaz et du pétrole, le besoin de sécuriser nos approvisionnements, de retrouver une certaine, non pas indépendance, c'est pas possible, mais d'avoir une certaine sécurité du fait qu'on diversifierait nos ressources. Et parmi cela, il y a bien sûr les ressources du Maghreb, et il y a les ressources qui peuvent passer au travers du Maghreb, qui sont celles qui viennent du golfe de Guinée. Et puis, il y a naturellement l'énergie nucléaire, et ceci intéresse évidemment l'Europe, mais intéresse également certains pays du Maghreb, et c'est une chose que nous devons faire regarder en commun. C'est un sujet, un défi qui nous est commun, d'autant plus qu'il pose le défi suivant, qui est celui de la prolifération. Et on voit bien que dans ce domaine-là, il faut que nous travaillions ensemble à la façon, dans notre zone euro-méditerranéenne, d'aboutir à une situation vis-à-vis de l'énergie nucléaire qui soit une situation sûre pour le futur. Le défi suivant, le quatrième, et pour aller très vite, c'est ce que j'appellerais la gestion de l'expansion chinoise. Parce que nous voyons bien, et là je distingue la Chine de l'Inde, parce que l'Inde ne procède pas du tout, exactement de la même façon. La Chine, on voit ce qui se passe dans trois domaines, dans le domaine économique, le textile, etc. On le voit dans le domaine géopolitique, c'est tout ce qui touche à l'accès à l'énergie et aux matières premières, et dans le domaine stratégique, la montée de la puissance militaire de la Chine. Et c'est très différent de ce qui se passait avec l'URSS pendant la guerre froide, parce que l'URSS était, je dirais, à l'écart du monde économique occidental, alors que là, nous avons une Chine qui est qui s'intègre presque complètement au monde économique mondial, dans le cadre de la globalisation, et de ce fait, nous ne pouvons pas traiter, on ne peut pas refaire la guerre froide avec la Chine. Or, il y a la tentation de faire ça. Alors, et le cinquième, et je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, c'est celui le défi que posent les extrémismes religieux. Je dis bien les extrémismes, puisqu'il y a à la fois celui dans les trois religions du livre, et nous sommes... Alors, ces trois, et pour aller à ce qui pourrait être en quelque sorte ma conclusion, pour prendre en compte ces défis, qui sont encore une fois des défis qui nous sont communs au Maghreb et à l'Europe, l'Europe elle-même ne peut pas avoir une stratégie que moi j'appelle une stratégie de la citadelle. Elle doit avoir une stratégie ouverte. Les citadelles sont faites pour être prises, et donc elle doit avoir une stratégie proactive. Elle ne peut pas non plus se reposer sur un partenariat principal et quasi unique, ce que certains voudraient en Europe, qui est celui de partenariat avec les États-Unis, du partenariat transatlantique. Celui-ci doit être refondé. Il est essentiel, mais il ne peut pas être le seul, loin de là. Nous avons besoin également d'un partenariat avec la Russie, et nous avons enfin, qui est tout aussi fondamental, le besoin, mais vous le savez, d'un partenariat avec la rive sud de la Méditerranée. Le problème, c'est que ce partenariat, nous l'avons fait en 1995, c'est un demi-échec, certains diront plus, certains moins. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, il faut le refonder, mais que les conditions sont difficiles à réunir, ne serait-ce qu'à cause
de la situation politique de l'Europe d'un côté et d'autre part du fait de la crise au Proche et Moyen-Orient. Et donc je pense que si un des axes qui pourrait être recherché pour refonder ce partenariat, c'est de lui donner une dimension régionale, et c'est là que je vais en venir, ça a déjà été cité ce matin, c'est-à-dire qu'il faudrait aller vers une approche dérivée du 5+5 qu'il faudrait institutionnaliser et replacer dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Et ceci, évidemment, a une condition préalable qui est que l'Europe reprenne sa marche en avant. Une deuxième condition préalable, c'est que l'UMA y ait quelques progrès qui soient faits de manière à ce qu'on puisse imaginer de créer autour du 5+5, dans le cadre, en Europe, ça serait dans le cadre d'une coopération, sans doute une coopération renforcée, et à partir de là, on pourrait développer quelque chose qui à la fois traiterait des problèmes, je dirais, internes à ce sous-espace régional du partenariat, mais également pourrait regarder d'autres problèmes, comme par exemple ceux de la coopération avec l'Afrique. Au fond, c'est une sorte, ça je crois, le mot a déjà cité, de communauté de la Méditerranée occidentale. Je crois que, et c'est ça ma conclusion, je crois que c'est vers ce genre d'idée qu'il faudrait aujourd'hui aller. Je vous remercie.